le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast numéro 322. Putain, la classe. Podcast numéro 322 et aujourd'hui nous allons répondre à une question de Xavier Geoffroy, qui est patriote depuis le début d'année, donc on est sur quasiment un puceau du Patreon, mais je pense que il a su apprécier depuis ce début d'année la qualité du contenu. Il le reconnaît d'ailleurs dans son email, ce qui est tout à fait normal. Et effectivement, la limite, c'est qu'il y en a beaucoup. Ça tombe comme ça là, pam. Tous les lundis, 10 pages d'écriture sur qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du trail ce week-end, quelles sont les petites dingueries qui ont été faites à droite à gauche. En plus de ça, on interviewe un athlète, ben oui, on s'arrête jamais. Alors ce lundi, ça a merdé. Parce que à la Hard Rock, il y a des décalages horaires, il y a des gens qui sont passés dans beaucoup de podcasts, d'autres pas du tout, il y en a qui ont pris des cuites, bon. Merdique, la communication avec les US. Et donc, j'avais une autre idée, et ça pourra se faire dans le milieu de semaine. Mais d'habitude, quand il n'y a pas les vacances, parce que les vacances foutent le bordel, hein, vous prenez des congés et tout, c'est inacceptable. Heureusement, notre gouvernement est de plus en plus débile, et bientôt vous n'aurez plus de vacances. D'ailleurs, bientôt vous n'aurez plus non plus d'argent. Alors regardez, moi je suis auto-entrepreneur, et il est intéressant de noter que, donc là c'est le gouvernement Macron, hein, on n'a pas mis du LFI, on n'a pas mis du RN, voilà, on a laissé ceux qui étaient déjà là, et ils nous ont pondu un truc tout à fait sympathique, c'est que le taux d'imposition de l'auto-entrepreneur, donc... non, c'est pas le taux d'imposition, c'est une espèce de taxe, de cotisation sociale, enfin, j'ai pas le terme exact. Mais en gros, avant, on payait 21,1% du chiffre d'affaires. Ce qui était déjà pas mal, vu que derrière, tu as les impôts normaux. Voilà. Et ben, ce chiffre va passer de 21,1 à 26,1%. Et il est écrit sur le site de l'URSSAF que c'est pour obtenir une meilleure cotisation pour notre retraite. Mais ça voulait dire qu'avec ce qu'on vous donnait avant, on n'avait pas une bonne retraite ? Parce qu'on vous donne beaucoup quand même. Là, je vois cette année, je vais leur donner à peu près 15 000 euros, tu vois. Eh bien, je pense qu'avec ces 15 000 euros, je suis capable de me constituer une retraite bien plus intéressante que ce que va me donner l'URSSAF. Pourquoi ? Parce que 15 000 euros une année, une deuxième année, une troisième année me donne accès à un prêt immobilier qui va me permettre de faire du locatif pendant une vingtaine d'années, et puis ensuite d'encaisser la plus-value de mon bien immobilier, puisqu'il prend à peu près une dizaine de pourcents chaque année. Et la retraite se fait toute seule. Par exemple, vous achetez un appartement à 100 000 euros, vous le rénovez un petit peu, disons qu'il vous a coûté 150 000 parce qu'après vous l'avez rénové encore au fur et à mesure des locations. Et puis en fait vous allez le revendre 300 000 plus tard parce que les villes grossissent de plus en plus, étant donné qu'on a beaucoup d'écolos mais il n'y en a aucun qui veut réduire la population. Et donc les logements sont de plus en plus chers à l'intérieur des villes qui sont de plus en plus grosses. Et du coup, à la fin, vous revendez votre truc 300 000, voilà, vous vous êtes fait un peu plus de 150 000 euros de plus-value, et ça, plus ça, vous n'avez pas besoin de donner 5% en plus à l'URSSAF, en fait. Mais voilà. donc tu l'as pas voté, tu l'as pas décidé, tu l'as pas mesuré, tu l'as pas quantifié, mais tu payes. Bon, je me suis déjà perdu, du coup, là, dans ce podcast.
qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant que je critique leur staff à juste titre, hein, ils sont quand même pas très très bons. Oui, donc le titre du podcast, voilà, de Xavier. On m'a cut ma prépa divine. Que faire? Et parce que Xavier, malheureusement, n'a pas pu s'exprimer lors du trail de Samoin qui a été annulé à cause des conditions météo qui ont donné lieu à un accident très triste, hein, dramatique. Et du coup, lui il n'a pas pu courir ou il s'est fait stopper. Ah non, pardon, il était à la Montagnarde. Oh, putain, je mélange. Et effectivement, avec les orages, la course s'est arrêtée le soir, donc il n'a pas fait le bon parcours. Bon, on va revenir là-dessus. Et Xavier, voilà, donc adhère au Patreon. Et il est impressionné. Bien oui, je disais, le contenu tombe. Tous les vendredis, bam, vous avez un truc, quoi. On s'arrête jamais. Vendredi dernier, d'ailleurs, j'ai même annoncé la création d'un club FFA. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'en fait, je produis sans arrêt tout un tas de choses. Je ne m'arrête jamais, je suis une vraie machine. Et tu as des gens, alors maintenant c'est bon, ils ferment leur gueule parce que je les ridiculise toutes les heures, mais tu avais des gens au début du Patreon qui ont dit ah ouais, tu gagnes de l'argent avec des dons, ah putain, ouais, ah ouais, c'est facile, ah ouais, t'as la belle vie toi, ah ouais. Et je leur ai dit, écoutez les gars, visiblement vous êtes jaloux, vous éprouvez un manque, vous n'avez qu'à me copier, puisqu'en fait il vous suffit de vous rendre sur le site patreon.com, de créer un compte, et les gens vont s'abonner à votre compte. Alors, si vous êtes inintéressant, évidemment les gens ne s'abonneront pas, ils ne vous donneront pas d'argent. Et du coup, certains, ça les a mis face à eux-mêmes, face à la réalité en fait, qui fait que quand vous êtes nul, vous n'intéressez pas les gens. Et du coup, vous coulez. Voilà, ça c'est la beauté du système libéral, capitaliste, si tu veux. C'est que moi, sur mon Patreon, en fait, j'intéresse les gens tout le temps. Et du coup, ils s'abonnent. Et surtout, ils se désabonnent pas, ou peu, ou pour des raisons tout à fait légitimes, de changement de budget, de déménagement, de lassitude aussi, hein, parce que je ne parle que de trail. Donc à un moment donné, la course à pied te fait chier, et tu retournes jouer à la pétanque en te disant « j'ai plus envie d'écouter ce sport de con », évidemment, tu ne vas pas rester abonné. Ça paraît totalement logique. Alors, et si tu le restes, je te remercie, mais bien sûr, on peut se désabonner n'importe quand. Et donc, tous les vendredis, voilà, j'annonçais là la création du club FFA, du Carmi, puisque nous avons déjà déposé l'association. Bon, pour l'instant, on est 3, hein, il y a le trésorier, le secrétaire et moi. Mais nous allons enregistrer vos demandes pour le club FFA. Voilà, on est déjà un petit peu plus d'une 40aine. Donc c'était le sujet de l'article de vendredi dernier, et cela crédibilise encore plus tout ce que je fais, puisque pour créer un club FFA, évidemment il ne suffit pas de claquer des doigts. Alors bien sûr ça n'est pas très dur, maintenant si vous trouvez que c'est facile, eh bien arrêtez d'ouvrir votre gueule sur les réseaux sociaux, ça ne nous intéresse pas, surtout quand vous avez le pseudo Loukoum57, là c'est vraiment que vous êtes une grosse merde, mais faites les choses en fait, soyez acteurs, soyez proactifs, faites des choses, arrêtez d'ouvrir Twitter et de déballer votre vie inutile, et sur internet ça n'existe pas en fait. Quand vous commentez un de mes pseudos et que moi je vois Ragnar03./6, en fait je ne m'adresse à personne, puisqu'il n'y a personne en face de moi, il y a simplement un pseudo, donc quelqu'un qui non seulement renie son propre prénom que sa mère lui a donné, son nom de famille qui est issu de son père, de son grand-père, etc., son arbre généalogique qui fait caca sur l'ensemble de sa famille. Et le petit filou se permet de vous faire des remarques, d'apporter des jugements, alors que lui n'est qu'un fantôme, une petite merde insignifiante qui n'existe pas. Donc ça, c'est les pseudos sur internet.
C'était gratuit, ça n'avait aucun lieu d'être ici, mais voilà, ça vous apprendra à être le paillasson sur lequel je m'essuie. Voilà, grosso modo. Bref, ouais, Xavier était impressionné par tout le contenu de ce Patreon. Donc maintenant, on sera un club FFA, ce qui fait qu'en fait, potentiellement, l'an prochain, au départ des crosses, donc vous allez avoir des mecs avec des débardeurs ridicules de leur club FFA, avec des couleurs... c'est le truc disco des années 80. Et à côté, vous allez avoir des gens qui auront sur le maillot de leur club FFA un chevalier en armure. Je sais pas si vous vous rendez compte du traumatisme pour les adversaires. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont se retourner sur un cross et ils vont voir courir derrière eux un type ou une femme, bien sûr, puisqu'on a aussi déjà 2 féminines inscrites, avec un chevalier en armure sur le torse. Et dans le dos, il est écrit « à l'assaut de la borne », tu vois. Et cette personne-là sera licenciée au sein de la Fédération française d'athlétisme. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que, potentiellement, imaginez, alors là en plus il y a une fille qui est plutôt forte qui nous a rejoint. Imaginez qu'on arrive à construire une équipe pas trop ridicule et à faire un podium au championnat de France de trail. Très franchement, j'ai noté quelques noms sur le papier. Il est possible qu'on y arrive. C'est possible. Ça n'est pas du domaine du rêve. Attention. Imaginez la photo du podium FFA par équipe au championnat de France de trail avec les t-shirts du Carmi sur le podium. Non mais imaginez le truc. En fait, on est sur un niveau de trollage qui est ultime. Il y aura rien au-dessus en fait. On fait ça, on a tout gagné. Putain, c'est génial. Il y a pas de limite en fait. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, certains cette semaine, j'ai 3-4 commandes là. J'ai un t-shirt, j'ai 2 paires de chaussettes, puis un autre t-shirt, je crois. Alors je suis désolé, je ne peux pas vous envoyer vos commandes tout de suite. Je vous ai d'ailleurs envoyé un petit mail normalement pour m'en excuser, puisque je rentre chez moi en fait vendredi soir et je posterai vos commandes à ce moment-là. Timing extrêmement serré puisque je repars très rapidement le samedi matin encourager ma maman qui va tenter de franchir la ligne d'arrivée de l'Ultra Tour du Beaufortin pour la 10e fois. Voilà, ce qui lui permettra d'obtenir un pull avec écrit « Je l'ai fait 10 fois ». Bon, on aurait pu lui commander sur AliExpress, mais elle éprouve le besoin de faire la course quand même, pourquoi pas. Alors, cette semaine, nos nouveaux patriotes, qui sont encore nombreux, mais je les senti venir, je sais, ça vous excite. Parce que sur Patreon, en fait, déjà on envoie du lourd toute l'année, on pulvérise absolument tout, on ratisse toutes les informations possibles et imaginables, enfin vous en apprenez 1000 fois plus qu'ailleurs. Et même si sporadiquement il y a quelqu'un qui fait la différence de temps en temps, une semaine ou deux, mais sur l'ensemble de l'année c'est des distributions de PLS, enfin on veut tu en vois là, c'est Jésus qui distribue du pain quoi, c'est impressionnant. Et là, il arrive, le podcast quotidien. Alors là, c'est un véritable, enfin c'est la folie quoi. D'ailleurs, si vous avez raté les précédents, j'en ai fait des compilations audio, vous pouvez les commander sur mon site web. Et vous avez des audios de 14 heures, voilà. Donc si certains Savoyards partent en vacances en Bretagne, si vous partez du fin fond de la Savoie et que vous arrivez vraiment à l'extrême ouest de la Bretagne, vous avez 14 heures de route. Eh bien, sachez que mes audios durent 14 heures, voilà, donc c'est tout à fait propice à leur écoute. Et vous dites bien à l'ensemble de votre famille de se taire et d'écouter pendant le voyage cérémonial, j'allais dire. Donc, nouveau patriote qui arrive, voilà, on va se faire une petite 6000D et après on est parti pour l'UTMB. Plein de belles choses à venir, des prises de risque aussi de ma part, puisque je vais essayer de le courir encore plus vite que l'an passé, ce qui commence à devenir un peu difficile et viennent donc renforcer les rangs de cette Duke Army. Jean-Pierre Lecam, Christophe Laurin, Julien Normandin, Ludovic Gautron, Hugo Jacquesson, Valentin Jacquin, Steve Maillet,
Jérémy Navarro, Thibaut Berdin, Jérémy Canoto, le retour, bien sûr, du Glambion, Ma Fab, Mickaël Garcia, Christophe Baudin, Kelly Garma, le retour d'Adrien Paget. Alors je pense, pour le connaître, qu'Adrien s'est simplement réabonné via un petit changement de carte bancaire. Alors sachez-le, Patreon. J'ai percé les secrets de Patreon. Écoutez, cette plateforme s'en met plein les fouilles. Elliot Marcon, Fabrice Dumaine, Aurélien Gaufresse, Flo Ropert, Hervé Langenfeld, Guillaume Martinuso, Julien Campos. Ouais, la plateforme s'en met plein les fouilles. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Parce que je gagne quand même pas mal d'argent grâce à eux, mais sachez que la plateforme me prend 20% des revenus en fait. Alors, via tout un tas d'excuses. Déjà, il y a une catégorie autre. Donc là, il y a un certain pourcentage qui part dans la catégorie autre. Je sais pas ce que c'est. Le service client a arrêté de me répondre quand j'ai demandé cette explication. Je sais pas, il faudrait peut-être que je les relance. Bref. Thomas du service client, si tu m'écoutes, pourquoi tu nous caches des choses, Thomas ? Est-ce que vous payez des prostituées avec ça ? Est-ce que c'est un pourcentage lié à l'achat de prostituées ? Je ne sais pas. Il y a il y a quasiment 10% qui sont consacrés au système de paiement bancaire en fait. Et là, je leur ai demandé à quelle heure était la pipe. Voilà, je leur ai demandé à quelle heure il fallait que je les suce. Et je sais pas si certains d'entre vous ont vu La Vérité si je mens, mais c'est exactement pareil. En fait, ils prennent 10% pour gérer les virements bancaires. Alors que vous allez sur n'importe quel terminal de paiement, c'est 0,1% normalement dans le commerce. Il me semble. Enfin, je me trompe peut-être. Peut-être c'est 0,5%. Mais à aucun moment, quand vous payez en carte bancaire dans un commerce, il y a 10% pour la carte bancaire. À aucun moment. C'est énorme. Et vous avez, pareil, quasiment 10% de frais de service Patreon. Donc il y a des frais de service, ce que je comprends tout à fait. Et à côté, vous avez des frais de gestion bancaire énormes. Bon, évidemment, ils se goinfrent. Voilà, au même titre. Mais c'est tout pareil, tout pareil. Alors après, c'est utile et ça fonctionne, mais Blablacar se goinfre, Airbnb se goinfre. Entre la somme que donne un voyageur et la somme que touche un hôte sur Airbnb, il y a une différence de plus de 30%. C'est-à-dire, vous payez un logement 1000 € pour vos vacances, la personne en touche 700. Alors, bien sûr, c'est un revenu pour la personne et elle va être imposée sur ce revenu via des cotisations sociales et via l'impôt. Donc elle va même pas toucher 700 €, en fait, elle va en toucher à peine 450. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie, quoi ? Alors évidemment, après, tout le monde fait pareil, tu travailles au black, quoi. Tout le monde. Et c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire, en fait, quand le Front Populaire parlait de tranches d'imposition. En fait, ils pensent que les gens sont débiles et qu'ils vont déclarer leurs revenus. Alors évidemment, ils vont en déclarer un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, amis communistes, n'importe quelle personne qui gagne de l'argent va chercher à vous la mettre. Et vu que vous êtes un ramassis de débiles, on va vous la mettre. C'est sûr. Bref, je me suis encore perdu du coup. Ça va être très long aujourd'hui. Bon, ça je le ferai plus tard. Excusez-moi, je navigue sur internet en même temps. Ce qui n'est pas très sérieux, c'est vrai, je vous l'accorde. Donc les nouveaux patriotes, on les a remerciés, c'est fait. Voilà, bon, sur Patreon, qu'est-ce qu'on va voir ? Écoutez, il y a une très belle interview qui arrive ce vendredi. Si tout va bien, on retombe sur la thématique des problèmes des vacances scolaires, qu'il faut supprimer. Emmanuel Macron donc a fait passer la retraite à 72 ans, là. Mais il faut supprimer aussi les vacances scolaires, c'est inacceptable. Moi, je m'adresse, en tant qu'auto-entrepreneur, je m'adresse à des gens en juillet et en août, et il est complètement inconcevable qu'ils me répondent « je suis en vacances ». C'est extrêmement pénible. J'ai plusieurs projets en cours, j'en ai marre d'entendre « je suis en vacances ». Il faut que tout le monde travaille tous les jours. Et il faut donner son argent à l'URSSAF, c'est très important. Il
faut surtout pas que vous profitiez des fruits de votre travail. C'est horrible. Puisqu'il faut qu'on puisse nourrir ceux qui n'ont pas envie de travailler. Pardon, là, on va s'égarer, là. Alors, revenons à nos moutons. Revenons aux gens qui font de la course à pied. Voilà, ça c'est bien. Donc, il y aura la 6000D aussi sur Patreon. Ça, c'est la semaine prochaine. Allez, je vous dévoile un peu le programme. Après, on part sur le podcast quotidien. Hein. D'ailleurs, il démarre mercredi, d'ailleurs. Donc, vous aurez l'honneur de l'entendre ce mercredi. Après, vous irez vous faire enculer si vous n'êtes pas sur Patreon, bien sûr. Mais il démarre mercredi 31 juillet. J-30. Et à ce sujet, j'ai mandaté, bien sûr, un disque jockey afin d'avoir un jingle exceptionnel pour ce J-30. On verra s'il me le fait ou s'il m'oublie. C'est possible aussi. Théo, si tu m'écoutes, mène-toi le cul, s'il te plaît. Bref. Tiens, en parlant de la 6000D, l'introduction est beaucoup trop courte, donc on va continuer à raconter n'importe quoi. En parlant de la 6000D, je ne sais pas si vous le saviez. Enfin, vous ne le saviez pas, parce que normalement, la plupart d'entre vous qui m'écoutez êtes plutôt, je vais pas dire bête, mais enfin ouais, voilà. Non, vous êtes moins bêtes que les autres. Ceux qui m'écoutent pas sont vraiment très très bêtes. Alors, résultat de la 6000D, vous avez les résultats depuis 1990. Et en fait, déjà, 1990... Ce qui est très intéressant, donc moi j'étais allé voir mon papa en 2002 et en 2003. Et le parcours faisait à peu près 55 km et 3000 mètres de dénivelé. Et en fait en 2005, alors des fois il chantait le glacier, donc peut-être que des fois ça faisait que 50 bornes et 2007. C'est vrai, et ça j'arrive pas à trouver l'information. Mais normalement sur Kikourou, le forum Kikourou, il y a toutes les éditions de la 6000D, et a priori, sur celle-ci, il serait passé au glacier. Et vous avez donc l'anglais Robert Jebb, qui s'impose devant l'anglais Simon Booth et Nick Sharp, je sais pas ce qu'il était, lui peut-être anglais aussi. Après il y avait un espagnol, en 4h09. Alors, 2005, on va pas se le cacher, c'était des excellentes années pour prendre de l'EPO. Voilà, et il n'y avait pas de contrôle. C'était des années Rasmussen, Contador, Armstrong, voilà, c'était... Là, on avait le... Là, on était sur du lourd, là. Et Rob Jebb avait gagné en 4h09,44, alors ça fait quand même du 13,25 km/h de moyenne, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir combien de personnes ont couru à 10 km/h de moyenne. Parce que aujourd'hui, la 6000D, on doit être... Enfin, pas moi, hein, mais si vous prenez les résultats des dernières années, vous avez entre 2 et 5 coureurs. Je répète, vous avez entre 2 et 5 coureurs qui font la course à 10 km/h de moyenne. En 2005, vous en aviez 61. Comment se fait-il que nous avons divisé la densité par 12 ? Et pourquoi nos médias, qui sont la plupart du temps une ribambelle d'abrutis, n'arrêtent pas de nous dire que c'est de plus en plus dense, machin, truc bidule ? Moi, j'ai l'impression qu'on est tous de plus en plus nuls quand je regarde les résultats de la 6000D. Alors, en fait, ce qui n'est pas vrai, je vous raconte des bêtises, parce que, en fait, à l'époque, la 6000D faisait quasiment office de championnat du monde. Alors que maintenant, tout le monde s'en branle, et le vrai niveau est ailleurs. Il est sur le marathon du Mont Blanc, il est sur Sierzinal, il est sur l'OCC, mais il n'est pas sur la 6000D, ce qui est vrai. Mais vous voyez, hein, en 2005, on avait quand même plus de 60 personnes qui couraient à 10 km/h de moyenne. Et l'année où mon papa se rend à la 6000D, donc on était en 2002, et là nous avons, on en a un petit peu moins, enfin on en a quand même 35 qui ont couru à plus de 10 km/h de moyenne. C'est énorme, hein, quand même. Et mon père avait couru en 9,5 à peu près, 9,8. Voilà. Alors qu'il s'entraînait. Faudrait que je redemande comment il s'entraînait, mais c'était pas
C'était pas exceptionnel, c'était à la portée du premier venu, on va dire. Voilà. Vous voyez, c'est quand même très impressionnant, hein, sachant que alors les mecs partaient, c'était limite s'ils n'avaient pas de porte-gourde, hein, et voilà, ils buvaient peut-être 1 litre d'eau sur 5 heures, ils devaient manger 3 gels sur 5 heures, on était sur un apport glucidique de 10 grammes à l'heure. Hein. Ils n'avaient pas tous les nutritionnistes, les préparateurs mentaux, les masticateurs de bouliche, tu vois, tous ces trucs-là, ils n'avaient pas. Hein. Ils n'avaient même pas de chaussures d'ailleurs, ils partaient avec des chaussures de route. Et ça faisait du 10 km/h de moyenne sans forcer, quoi. Ouais, bon. Je pense que Facebook et Instagram vous ont permis de régresser. Globalement. Voilà. Pensez-y quand vous commenterez une énième photo stupide à 22h30 le soir. Ou qu'avec votre pseudo Likram 667 vous permettrez de juger en fait des performances de Tadej Pogačar. Alors parlons-en d'ailleurs. En fait, j'étais assez surpris évidemment par le chrono. Mais je me suis quand même dit c'est bien ce qu'a fait Pantani, mais en fait un jour on va le battre. C'est sûr. Ça peut être dans longtemps, ça peut être dans pas longtemps. Et on l'a jamais battu. Alors, par exemple, pour parler du plateau de Bay, ça s'est toujours joué en plus ou moins 45 minutes. Alors en fait, pour Pantani aussi, ça s'est joué en 45 minutes parce que l'année où il fait soi-disant son record, il n'entre pas dans la ville du plateau de Bay. En fait, il s'arrête juste en dessous. Donc vous avez quasiment 1 kilomètre de moins. 700 mètres, je pense. Et là, en fait, alors t'as les favoris qui vont très très vite, hein, quand même. Mais vous avez surtout 2 anomalies, enfin surtout une. On va dire que la première anomalie, c'est Vingegaard, qui est largement au-dessus des autres, en fait. Parce que il revient d'une très très grosse blessure. Je pense qu'il serait plus fort que ça, sinon ça me paraît même évident. Donc il est largement au-dessus des autres. Et le problème, c'est que il y a un deuxième monde, il y a le monde des favoris, le monde des cyclistes normaux, on va dire, le monde des favoris, deuxième monde, troisième monde, celui de Vingegaard, et vous avez un quatrième monde, c'est celui de Pogačar. Vous avez 4 échelons dans le tour. Et tu te dis, c'est bizarre qu'il y en ait qu'un qui ait accès à un protocole de dopage monstrueux, si jamais c'est le cas, tu vois. Tu te dis, c'est bizarre, pourquoi il n'y en a pas plus, tu vois. Et les autres sont trop cons, comment ça se fait qu'ils aient pas accès à la même information que lui, c'est bizarre. Donc je comprenais pas, en fait, sa surdomination. Et vous avez un article très intéressant que j'ai partagé sur Twitter qui nous vient de Cyclisme Dopage, alors qui peut être un site à prendre avec des pincettes, parce que quelques-uns de ces rédacteurs sont bizarres. Mais c'est intéressant. En tout cas, la lecture est vraiment pas mal. Et vous y apprenez que, grosso modo, alors je vous invite à le lire, c'est très intéressant, ça prend 5 minutes, hein, c'est pas très long. C'est même pas très dur à comprendre, à moins que vous soyez vraiment très très bête, ce qui est possible, hein, bien sûr. Dans ce cas-là, faites-vous-le expliquer. Et en gros, il sniffe du monoxyde de carbone, et ça lui permet d'augmenter ses paramètres sanguins. Alors, là, je vous ai fait un raccourci qui est absolument énorme, mais c'est beaucoup mieux expliqué dans l'article. Et je me suis dit, putain, bah enfin, voilà, c'est ça, quoi. Je me disais, mais c'est bizarre, parce que le mec ne peut pas se doper à l'EPO comme avant, tu vois, ça se verrait, voilà, que ce soit de manière informatique, il y aurait des traces, ou même un jour ou l'autre, il se ferait gauler, ça me paraissait trop gros. Et en fait, il y a ce truc qui n'est pas interdit, du coup, parce que c'est nouveau, parce que ça n'est pas écrit dans le code mondial antidopage, je sais pas comment ça s'appelle. Donc vous avez cette nouveauté qui est apparue, qui est possible grâce, évidemment, à un suivi médical poussé, hein, vous n'allez pas sniffer du monoxyde de carbone comme ça, sinon vous allez rapidement aller à l'hôpital, et vu que vous êtes comme moi, vous habitez en France, je vous déconseille d'aller à l'hôpital, sauf si vous avez 10 heures devant vous à attendre aux urgences, et ça c'est si vous êtes dans un cas très critique, hein, bien sûr. Et en fait, ils utilisent une machine qui coûte déjà 50 000 balles,
Et autour de la machine, il faut des gens compétents qui savent travailler avec. Donc j'imagine des médecins et des data scientists donc qui ont un salaire un peu plus élevé que le SMIC, même si le SMIC va peut-être passer à 1 600 €, là on doit être sur un x4. Et finalement, toute cette organisation n'est possible que parce que, donc il disait que cet appareil est utilisé par la Visma, Lise Bike, l'équipe de Vingegaard, et par la UAE, donc l'équipe de Pogacar. Et apparemment, Remco Evenepoel, avec Quick-Step, n'aurait pas accès à cette machine. Parce que, trop cher. Et moi, je suis très content d'avoir trouvé cette explication, ça me ravit. Et effectivement, quand je vois qu'ils arrivent à gagner 3 grammes par décilitre d'hémoglobine avec ce truc, en fait, c'est comme si tous les jours, ils pouvaient faire un stage à Tignes de 1 mois. Parce que si vous me suivez sur Patreon, ou si vous commandez mes audios qui résument mes 2 derniers stages à Tignes, vous avez vu, parce que je fournis aussi des analyses de sang, je raconte pas des bêtises, en fait, je prouve tout. Voilà, je prouve tout, voilà, j'adore cette phrase. Et bien vous avez vu que je passe de 14, voire même un petit peu en dessous de 14, à 16,5 grammes par décilitre d'hémoglobine. Et eux, ils le font en un sniff, quoi. Alors là, encore une fois, je fais un raccourci, ça se passe pas comme ça, mais en gros, ils le font en une demi-journée, quand moi, je mets 1 mois à le faire. Donc, ils peuvent le faire, je sais pas... alors, peut-être pas tous les jours, mais tu vois, imagine, ils le font avant le tour. Imagine, ils le font la première journée de repos, la deuxième journée de repos, le matin d'une journée qui est dédiée aux sprinters, tu vois. Donc c'est intéressant. Et ça change un peu des discours. Ah ben il a battu Pontani, il est dopé. Bah oui, parce que c'est pas possible de battre Pontani, parce que Pontani se dopait. Oui, mais espèce d'abruti. En fait, ce que tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas pratiqué le cyclisme, c'est que à l'époque du grand Marco, eh bien, en fait, on basait tout sur le dopage. C'est-à-dire que le coureur dormait s'il avait envie. S'il avait envie d'aller en boîte de nuit, faire la fête, il y allait. Puisque de toute façon, il était chargé comme un mulet et donc il sentait rien. Donc rien n'était optimisé en fait. C'est-à-dire que il faut bien comprendre il y a que Armstrong qui a commencé à optimiser un peu les choses, mais sinon avant, vous aviez juste des gens qui prenaient des substances illicites, ils en prenaient beaucoup, souvent, et à côté de ça, il y avait aucune attention au sommeil, aucune attention à la nutrition, et quasiment aucune attention au matériel. Et c'est pour ça que dans les années 2003-2004, on commençait à voir venir des vidéos de Lance Armstrong qui faisaient des reconnaissances d'étapes, tu vois. C'était la nouveauté, ça, tu vois. Tu vois un peu d'où on partait. Parce qu'en fait, avant, il suffisait de se charger énormément, et c'est bon, ça passait. Et maintenant, tu ne peux plus faire ça ne marche plus, il faut être plus inventif. Voilà, tout ça pour dire que j'ai encore mis un post exceptionnel sur Twitter, voilà, je sais pas, que vous dire de plus. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Ah, une autre petite info comme ça, j'ai vu que le team Sidas Matrix, alors attendez, je vais me connecter à leur Instagram. J'ai vu qu'ils étaient partis en stage à Tignes avec quelques-uns de leurs athlètes. Alors moi, je n'y vais pas cette année. Sur Patreon, vous allez suivre plutôt un protocole à la chaleur. Alors on peut faire les deux, on peut faire à l'altitude et la chaleur, mais ça fait beaucoup. Donc moi, je vais faire que la chaleur cette année, on verra l'an prochain. Et le team Sidas Matrix est parti, lui, pour 1 mois, il me semble. Attends, est-ce que je retrouve la communication ? C'est parti pour 3 semaines, 3 semaines de stage à Tignes. Alors déjà, 3 semaines, ils sont sur la fourchette basse. C'est ce que j'ai fait l'an dernier. C'est pas mal, c'est suffisant pour obtenir des gains. Mais attention, c'est la fourchette basse. Il faut pas rester moins longtemps, surtout pas. Et par contre, j'y vois un petit souci, c'est que on est le 16 juillet.
une semaine 23 juillet, 2 semaines 30 juillet. Donc ça les ferait arrêter leur stage le 6 août. Et le problème du 6 août, c'est que vous êtes 1, 2, 3 semaines et demie avant l'UTMB ou pour Clovis, je crois que c'est la CCC. Pour Lucille, il me semble que c'est l'OCC. Donc vous êtes 3 semaines et demie avant. Ce qui laisse supposer des réactions aléatoires au sein des athlètes. Alors ce qui serait très intéressant pour notre enrichissement personnel, c'est que le team SIDAS communique pour chaque athlète quelle a été la réussite sur ces courses de la semaine UTMB. Parce qu'à mon avis, si vous prenez 5 athlètes, je dirais qu'il y en a 2 qui vont rater leur course, suivant les probabilités. En fait, l'an dernier, j'avais pris un risque, parce que j'étais descendu de mon stage en altitude à J-10. Et là, déjà, j'étais dans un phénomène statistique où il y avait beaucoup plus d'incertitude que si j'étais descendu à J-3. Vous finissez votre stage d'altitude à J-3 d'un objectif, vous réussissez votre objectif. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez fait n'importe quoi pendant votre stage en altitude, vous êtes donc un abruti et vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Par contre, effectivement, en fait, on le voit après, suivant les individus, parce que les stages en altitude ont été faits par énormément de monde, voilà, c'est quelque chose de très sourcé, de très, très science. Vous avez des vagues de réussite, et voilà, exactement. Donc, évidemment, il y a pas mal de vagues de réussite qui sont à 3 semaines et demie, il y a pas mal de vagues de réussite qui sont autour des 14 jours, et moi, l'an passé, j'avais choisi un J-10, alors de manière un peu arbitraire, c'est vrai aussi, parce qu'il faut tenter des choses parfois. C'était pas hyper déconnant d'un point de vue statistique, mais c'était prendre des risques déjà par rapport à descendre à J-3. Et là, en descendant à 3 semaines et demie, ils vont prendre des risques, et du coup, sur ta cohorte d'athlètes, tu vas en rater un ou deux, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment bien de voir ça, parce que moi, quand je vais à Tignes, je suis tout seul. Et là, voilà, vous avez une vraie équipe qui se déplace pendant 3 semaines, donc en plus du bonheur de s'entraîner en altitude, parce que vous avez accès à des parcours de trail qui sont magnifiques, eh bien, vous avez la motivation du groupe, en fait, qui est très importante. Et voilà, encore une fois, le team SIDAS qui fait de belles choses et qui est très inspirant. C'est pas ceux qui ont le plus gros budget en plus, donc moi ma question c'est les teams qui ont des gros budgets, qu'est-ce que vous faites en fait? À part payer des gens à la communication qui servent à rien, presque, puisqu'on pourrait facilement réduire leur temps de travail. Bon, je donnerai pas des noms, mais il y en a quelques-uns, même quand tu leur mâches le travail, ils n'arrivent pas à avaler. Bon. Voilà. Allez, une dernière petite news, parce qu'on n'a pas atteint les 40 minutes d'introduction encore, donc voilà, il faut. C'est amusant parce que, donc, vous le savez, je suis entraîné par Patrick Bringer, qui est bien sûr au top du top. Et après le Lavaredo, donc j'ai eu une petite déception parce que j'étais un peu malade avant, ce qui fait que j'étais pas au top de ma forme pendant le Lavaredo. Tout est détaillé sur Patreon, bien sûr. Et puis je me suis fait un gros bobo, on va dire, voilà, je me suis niqué un peu la peau du pied à force de traverser les rivières, parce qu'à un moment donné, il fallait traverser 5-6 fois la même rivière. Et donc je sors du Lavaredo avec le pied bousillé, tu vois, plus de peau, enfin ça met un temps pas possible à se reconstruire, puis évidemment tu ne peux pas courir dessus parce que c'est une peau fine, donc ça ne marche pas. Et du coup, Patrick ne me met pas spécialement d'entraînement parce que il attend de voir si je vais bien ou pas, est-ce que je peux courir, est-ce que je peux faire que du vélo, etc., etc. Et on était sur une évolution jour par jour, donc vu qu'il me mettait pas l'entraînement, je me dis vas-y, je vais faire un petit croquis. Putain, d'ailleurs, je l'ai sur mon carnet là, il est là, putain, il est là. Je me dis je vais me faire un petit croquis avec ce qu'il faut faire pour cette semaine, tu vois, comme entraînement. Et je me fais ce croquis le dimanche soir.
Le lundi matin, je pars faire du vélo avec de l'endurance de force, parce que j'avais décidé qu'il fallait faire ça. Et le lundi midi, je reçois une notification donc sur mon smartphone. Enfin, c'est un iPhone même, voilà, c'est un iPhone, c'est vrai. Notification Nolio, voilà, vous avez 7 séances mises à jour, donc Patrick avait rempli le carré d'entraînement. Et à part, donc on est sur une semaine avec 12 ou 13 entraînements, je crois. Oui, ça doit être ça. Ouais, je compte pas, en fait, je m'en fous. Mais il y avait que 1 ou 2 séances qui étaient différentes de ce que j'avais prévu, en fait. c'est marrant. C'est marrant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il s'est entêté. Il y a 2 fois, en fait, où moi j'avais vu plutôt un truc en course à pied et lui plutôt un truc en vélo. Mais aux mêmes intensités. Mais je sais pas pourquoi il s'est entêté un peu avec le vélo alors que j'ai absolument envie de courir un peu plus. Enfin bref. Et voilà, du coup, c'était amusant. Je trouvais ça amusant que on on ait pensé au même truc, quoi. C'est fou. Voilà, c'est drôle. Alors, j'ai fini avec l'introduction. Écoutez, voilà. J'ai soif du coup. Alors, la question de Xavier, parce que c'est quand même le but du podcast, c'est de répondre à vos questions. Mais c'est vrai qu'elles sont de plus en plus nulles en ce moment, je sais pas ce que vous avez. Ça doit être l'été, vous êtes déconcentrés, du coup vous me posez des questions de merde. Bientôt les questions ça va être Hugo, quand je mange une pâte de fruits, j'ai la main qui colle un peu et du coup j'arrive pas bien à fermer ma veste avec le zip. Est-ce que t'aurais une solution pour ça ? Franchement ça va bientôt ressembler à ça, il faut que vous vous ressaisissiez là, ça devient très très grave. Alors, Xavier... Donc, son problème, c'est que... Alors déjà, il a un énorme problème, il est parisien. Ça, c'est très grave. Puisque... il met son intégrité physique en danger à cause du stress ambiant. Et à cause de l'absence de nature à proximité de chez lui. Donc évidemment, il faut cesser de l'être, mais pour l'instant, on va composer avec ce grave défaut. Et du coup, comme tout bon Parisien, il ne peut pas s'entraîner en montagne, mais désire quand même faire du trail, ce qui m'a toujours un peu surpris. Donc l'animal en cage éprouve le besoin de sortir de temps en temps. Je caricature même pas, hein, vous êtes réellement en cage quand je lis les descriptifs de vos vies en région parisienne, en fait, je me demande pourquoi vous continuez à faire ça. Je pense que vous n'avez pas vu comment les gens vivent en campagne. Pas du tout comme vous. Je vous fais une révélation. Donc il va prendre le départ de son premier 100 miles fin août à Chamonix, et j'imagine que ça doit être l'UTMB. Donc étant parisien, l'entraînement en montagne, c'est pas simple. Alors je te dirais même, Xavier, que c'est très compliqué. Et son objectif... Par contre, est tout à fait réaliste et très intelligent. Son objectif est d'arriver vers midi le dimanche. Alors, vers midi, ça nous fait 30 plus 12, 42 heures. C'est tout à fait envisageable. Je rappelle que finir l'UTMB n'est pas difficile. Alors lui, il veut le finir un tout petit peu plus vite que le dernier. Voilà, le dernier, il arrive... 4... Je crois qu'il arrive entre 16h et 17h. Donc avec un peu plus de 46 heures, il me semble. Et en fait, il y a déjà pas mal de personnes qui ont réalisé l'UTMB en marchant intégralement. C'est-à-dire qu'on ne vous demande même pas de courir. Alors, si, en fait, il faut courir un tout petit peu au début pour passer les barrières horaires de Saint-Gervais et des Contamines, qui sont un petit peu, je vais quand même pas dire difficiles, mais qui vous forcent à courir, on va dire. Vous ne pouvez pas les passer uniquement en marchant. Vous êtes obligé de trottiner un peu en partant de Chamonix. Après, trottiner à plat, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Vous êtes quand même censé être des gens qui courent de base. Mais une fois que vous avez passé les Contamines, vous pouvez marcher tout le temps. Et vous allez arriver dans les barrières horaires à Chamonix. D'accord ? C'est comme ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est pas les barrières horaires, c'est vous.
Donc lui, il veut arriver vers midi le dimanche. C'est un très bel objectif, Xavier, parce que ça ne te met pas trop de stress dans tous les sens. Déjà, tu ne seras pas stressé par les barrières horaires parce que tu es censé être pas mal en avance. Tu ne seras pas non plus stressé par un chrono un peu difficile parce que tu prévois d'arriver aux alentours de midi. Tu ne prévois pas d'arriver à 5h du matin le dimanche. Et tu seras récompensé de tes efforts parce qu'en arrivant le dimanche midi, il y a énormément de public dans Chamonix et tu vivras un moment inoubliable en franchissant la ligne d'arrivée. Donc cet objectif me semble absolument parfait. Alors, il me dit qu'il a fait l'éco-trail en mars. Très bien, très très bonne préparation, ça t'a forcé à courir. Magnifique. Il a fait le Grand Raid de Savoie, c'est gentil, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Ça s'appelle le Grand Raid 73, mais je trouve que le nom Grand Raid de Savoie est très joli aussi. Dans la boue, attention là, tu as une tendance homosexuelle. Tu précises qu'il y avait de la boue. Attention. En mai, 443e, super course. Très bien, donc si tu as fait le Grand Raid, c'est que tu es déjà rompu à la montagne, parce que ce n'est pas une course très facile, c'est un petit peu plus dur que la Maxi Race, un peu plus rugueux, les chemins sont un peu plus fuyants, etc. Et donc Xavier, en fait, son problème arrive ici, il fait l'éco-trail, ce qui le force à s'entraîner tout l'hiver et à bien courir. Il fait ensuite le Grand Raid 73 en mai, ce qui le force à aller vers de la montagne après avoir couru. Et il allait faire la montagnarde 110 km, ce qui allait le forcer à faire un premier effort long, et il aurait été donc armé au départ de l'UTMB. Et effectivement, il y a eu des orages, donc la montagnarde n'a pas pu se dérouler sur 110 km. Et toi, Xavier, tu as fait 58 km et 4000 mètres de dénivelé. Écoute, je trouve que c'est déjà pas mal. Bah, c'est mieux que zéro. Alors ma question, mais c'est du passé, as-tu profité de la belle journée du dimanche? Parce que si tu avais prévu de faire la montagnarde, tu avais prévu ton samedi et ton dimanche. As-tu profité de la belle journée de dimanche pour faire un effort sur la fatigue du 58 km du samedi? Ça aurait été très pertinent, parce que tu t'étais déjà déplacé à la montagne, donc autant rentabiliser ton temps. Et si tu me dis, j'ai préféré rester sous la couette et bouffer des croissants, alors là, Xavier, attention, ça va très très mal se passer. Ta cotisation sur Patreon va passer à 100 € par mois, parce que tu démobilises le groupe, du fait de ta lâcheté. Donc j'ai préféré passer la nuit sous ma couette que sous la rage. Oui, ça c'est normal, c'était interdit, nous avons arrêté la course. Mais le dimanche il faisait beau, donc tu aurais pu ressortir, je ne sais pas si tu l'as fait. Je vais faire la trace de l'UTMB la semaine prochaine en 4 jours, en rando-course, donc plein d'heures en montagne. Effectivement, je pense que tu vas facilement mettre 10 heures par jour, puisque l'UTMB en 4 jours, ça fait 42,5 km par jour, et 2500 mètres de dénivelé par jour. Donc c'est des journées plutôt bien occupées, à mon avis, avec quelques pauses pour boire, etc. Tu vas mettre facilement 10 heures par jour. Ce qui va te faire quand même 40 heures en 4 jours. Ce qui est beaucoup, parce que tu ne fais pas ça du tout le reste de l'année. Donc ça me semble très très bien. Alors, moi je serais toi pour vraiment coller au truc, j'essaierais de courir à la vitesse que j'envisage le jour de la course. Donc si t'envisages 42 heures le jour de la course, ah bah oui, ça fait 40 heures, ouais, tu vois, tu y es presque, ouais, donc c'est très bien. C'est très très bien. Donc, il veut faire ça la semaine prochaine, la semaine du 20 juillet, ouais, 28 juillet. Disons qu'il fait ça fin juillet. Est-ce que tu me conseillerais de faire autre chose? Oh là là, là il a proposé une connerie. Aïe. Faire une nuit dehors. Alors évidemment, ça c'est très bankable, là, quand vous voulez faire genre, vous avez fait des trucs intelligents, vous dites que vous vous êtes entraîné à passer la nuit dehors. Alors on ne s'entraîne pas à ne pas dormir, hein. Ça n'existe pas en fait, ça n'existe nulle part. En faisant ça, tu vas tout simplement créer une énorme fatigue.
Et Xavier, je pense que tu es quelqu'un qui travaille tous les jours et tu n'as donc pas besoin de te créer une énorme fatigue. En plus, on est l'été, peut-être que tu dors pas très bien chez toi, donc ne va surtout pas faire une nuit blanche. Surtout pas. C'est une très mauvaise idée. Vraiment, si vous voulez gâcher votre course, allez vous entraîner la nuit. Ou de toute façon, c'est trop tard et puis on verra bien. Alors non, c'est pas trop tard parce que si tu fais ton très gros entraînement fin juillet, en fait, il te reste du temps. Donc l'UTMB, c'est vendredi 30 août. Je remonte de 3 semaines, 23, 16, 9. Tu vois, la semaine du lundi 5 au dimanche 11, alors je ne sais pas ce que tu fais, si tu as des congés, alors si tu es à Paris, c'est vrai que ça va être compliqué, mais si tu as des congés, ou si éventuellement tu peux prendre le TGV vendredi 9 au soir pour te rendre à Chambéry, et faire le KV du Cire, c'est chez moi ça, le samedi 10, le dimanche 11, et tu rentres en TGV dimanche 11, ça te fait un dernier gros week-end de montagne. Parce qu'en fait, ce qui te manque à Paris, c'est pas... tu peux courir tous les jours, hein, t'as casquette verte qui court je sais pas combien de kilomètres par jour, et du coup, il obtient une endurance de force qui est relativement élevée. Par contre, là où il a du mal, bah, c'est dans les longues descentes. Il est vraiment très nul sur ce domaine, mais vu qu'il est très fort sur les parties un peu plates, ça compense. Et en fait, bah, Xavier, je pense qu'il te manque exactement la même chose, c'est-à-dire descendre des pentes très longues. Tu vois, passer une demi-heure à descendre. Et ça, c'est la chose qui manque à tous ceux qui vivent loin de la montagne. C'est la seule chose qui vous manque. Donc si tu peux faire un petit aller-retour le 10 août, là, pour te taper 1, 2, 3 KV, alors à monter, oui, mais surtout à descendre, ça va te faire beaucoup de bien. Tu seras 3 semaines avant la course, tu vas pouvoir régénérer tes muscles ensuite. Et puis sinon, après, c'est de l'entraînement classique. Écoute, c'est des choses qui sont déjà traitées dans le e-book. Alors on n'a pas la version ultra, mais la version d'entraînement pour les Templiers est suffisamment gourmande, parce que c'est Nicolas Martin qui les a faites. Donc vous devriez trouver votre bonheur. Et puis après, bah, c'est toujours des règles assez évidentes à rappeler, c'est-à-dire que quand tu vas réaliser ton dernier entraînement, voilà, ça peut être 3 semaines avant la course, ça peut aussi être 4 semaines avant la course, hein, on peut aussi choisir la carte de la prudence, on va dire. 3 semaines, c'est vraiment une barrière. Et bien derrière, tu te fais pas chier. Si t'as fait 3 semaines de montée en pression, puis le gros week-end, tu te fais 3 semaines de dépression, entre guillemets, tu vas t'entraîner en fait de moins en moins jusqu'au jour J. Et à la fin, tu t'entraînes plus du tout, tu fais un footing de 40 minutes 2 jours avant, l'UTMB, et puis voilà quoi. Voilà Xavier, donc je pense que tu n'as pas du tout à être inquiet. Parce que si t'es arrivé à finir les Côte-Rails, si t'es arrivé à finir le Grand Raid 73, que t'es arrivé début juillet à te faire 58 bornes et 4000 mètres de dénivelé, ce qui est un ratio énorme, hein, que tu as l'occasion de faire le Tour du Mont Blanc en 4 jours, et si derrière t'arrives encore à te faire 2 petites journées rapidos, mi-août, bah t'es bien, hein. T'es très très bien. Alors tu vas pas gagner, je te cache pas que tu vas pas gagner, mais à mon avis, tu seras tout à fait capable d'arriver le dimanche midi. Par contre, ce qu'il faut bien que tu gardes en tête, Xavier, c'est que sur l'UTMB, il n'y a pas que le niveau sportif qui joue en fait, parce que là tu vas passer 2 nuits dehors. C'est beaucoup, il va falloir que tu sois très très soigneux sur l'alimentation, manger les bonnes choses au bon moment. Il va falloir que tu sois très pointilleux sur le matériel, les chaussettes, les chaussures, éventuellement de la crème. Il va falloir que tu sois très attentif à toi durant la course, c'est-à-dire que si tu as envie de dormir, avec 2 nuits dehors, il va falloir faire des petites siestes à des moments. Donc il y a tout un tas de paramètres qui vont entrer en jeu, et moi ce que je t'invite à faire, bah, c'est déjà réaliser l'entraînement que tu peux faire, parce qu'il m'a l'air suffisant. Et le reste du temps que tu passes, bah, ça va être à préparer un peu ton aventure, parce que mine de rien, partir pendant 42 heures,
dans la forêt, c'est quand même une aventure. On fait pas ça comme ça. Ah tiens, je vais courir, je reviens dans 42 heures. Non, là, il va falloir que tu réfléchisses un peu au truc, que tu le cadres. Et donc, pendant tout ton temps libre ou ton temps de travail, comme pour beaucoup, eh bien, tu vas pouvoir élaborer ta stratégie, l'utilisation de ton matériel, ta nutrition. Parce qu'évidemment, il va falloir que tu transportes sur toi des barres alimentaires pour pouvoir manger en pleine montagne. Et vu que tu vas mettre 42 heures, à mon avis, c'est tout à fait pertinent d'amener des sortes de mini-repas sur les zones d'assistance. Alors si tu n'en as pas, tu peux aussi te prévoir un petit tupperware sur ton sac de délestage, ou tu peux profiter des ravitaillements, puisque sur l'UTMB, tu as quand même des soupes. Alors c'est évidemment des soupes en sachet, mais voilà, t'as de quoi manger, des soupes de pâtes, t'as tout un tas d'offres de bouffe salée et sucrée, donc tu peux te faire des vrais repas. Hein. Même à Arnouva, c'était en quelle année que j'ai fait une hypo là-bas ? Je crois que c'était en 2022. Je sais plus si c'était 2022 ou 2021. J'arrive à Arnouva, j'étais à 2 doigts de mourir d'hypoglycémie. Et j'ai mangé 3 assiettes. Une assiette de salé et 2 assiettes de sucré. Évidemment, ils ont eu très peur, hein, les bénévoles là-bas. Ils se sont dit, mais en fait, lui, il est 25e. Et là, vu ce qu'il mange, derrière, il y a 2000 personnes qui arrivent. C'est foutu, là. Dans 100 personnes, on n'a plus de stock. Alors, heureusement, j'ai été une anomalie, hein, mais voilà. Voilà, Xavier. Écoute, je pense qu'il n'y a aucun stress à avoir et que tu es largement dans les clous. Hein, c'est pas parce que t'as fait 58 km au lieu de 110 en juillet que ça va mal se passer. D'ailleurs, Xavier, à mon avis, compte tenu de ton niveau, je pense que réaliser l'intégralité de la montagnarde pour faire l'UTMB, c'est trop. Et en fait, je finirai là-dessus, tu as un mauvais raisonnement. C'est-à-dire que tu regardes les premiers, mais les premiers sont des gens qui passent 2 fois moins de temps que toi sur le même circuit. Donc tu ne peux pas t'inspirer d'eux. Donc quand tu as un coureur que tu juges très bon, qui réalise un effort de 100 km début juillet pour se préparer à l'UTMB, toi tu ne peux pas raisonner de la même manière, parce que en termes d'heures passées dehors, ça n'est pas du tout pareil. Donc par contre, tu peux t'orienter sur un 70 km montagneux, et fort heureusement il y en a énormément à cette date-là. Mais je pense que le 108 km de la montagnarde t'aurait beaucoup trop fatigué, et tu serais arrivé sur l'UTMB un peu rôti. En plus, le fait de faire 58 au lieu de 108, je pense que ça t'a agacé, ça t'a vexé, ça t'a frustré, tu n'as pas pu t'exprimer complètement, et du coup tu arrives sur l'UTMB avec une... alors relative bien sûr, hein, t'es pas dans un ghetto en train d'essayer d'élever ta condition sociale, mais je pense que tu arrives avec quand même une certaine rage, une certaine envie, et ça c'est un très bon point, ça c'est un point très positif, puisque tu arrives avec beaucoup d'envie, revanchard au départ, tu vas avoir la niaque. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous mercredi prochain pour un petit podcast. Voilà, le J-30 arrive. Que vous dire de plus ? Abonnez-vous. Eh oui, vous êtes obligés. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.